Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. La crise sanitaire a fait plonger les économies mondiales en 2020 et soutenue par la mise en place de programmes de vaccination et des données macroéconomiques finalement souvent rassurantes, les marchés actions ont repris leur marche en avant. Cela n'exclura pas dans les semaines et les mois à venir d'éventuels sursauts de nouveau de marché et des périodes de doute et donc encore beaucoup de volatilité. Lors de ce webinaire, nous allons tout d'abord faire un tour du monde, non pas en 80 jours, mais en 20-25 minutes avec le fabuleux panorama de l'économie mondiale de Éric Bourguignon, que vous voyez à l'écran, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et puis Louis Jambu, notre gérant préféré sur les multi-assets, nous expliquera comment nos fonds, justement, sont gérés dans ce contexte compliqué et particulier. Et nous tenterons d'ailleurs aussi de répondre à vos questions donc, tout au long de la session. Profitez de l'occasion pour poser vos questions. Nous y répondrons dans un premier temps pour la partie d'Éric Bourguignon à l'issue de sa présentation et après avec Louis Jambu sur la partie gestion. Éric, je te laisse la parole. Oui, bien, bonjour à tous. Alors, ma mission, c'est de vous accompagner autour du monde pour décrire notre économie planétaire. Alors, pour commencer, quelques mots sur le monde vu de l'espace, j'ai envie de dire. La première bonne nouvelle, c'est que, comme vous le savez, les gouvernements ont mis en place des programmes de soutien de l'activité colossaux. À peu près 14 000 milliards de dollars ont été mis dans la balance pour soutenir l'activité économique dans le monde. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que ces mesures ont été efficaces. Ça, on le voit bien sur le premier graphique que je vous présente, qu'on appelle l'indice PMI Composite Monde. Alors, l'indice PMI, comme vous le savez peut-être, c'est un indice très intéressant parce qu'il est très facile à lire. Lorsqu'il est au-dessus de 50, ça veut dire que la zone considérée est en expansion. Quand il est sous les 50, ça veut dire qu'elle est en récession ou en fort ralentissement pour le moins. Donc, comme on le voit ici, après le trou d'air colossal du début d'année, eh bien, grâce à ces mesures, les économies mondiales sont reparties de l'avant, si bien qu'aujourd'hui, les indices PMI, l'indice PMI mondial est autour de 52-53, ce qui est un bon niveau, ce qui veut dire qu'effectivement, depuis maintenant plusieurs mois consécutifs, l'économie mondiale est en phase de croissance. Alors, évidemment, l'inquiétude actuelle, c'est que la pandémie puisse éventuellement se traduire par une rechute majeure de l'économie mondiale, ou en tout cas un fort ralentissement. Alors là aussi, c'est la deuxième bonne nouvelle à l'échelle planétaire, c'est qu'il semblerait que les nouveaux cas de Covid dans le monde sont en fort ralentissement. Et c'est ce que montre ce graphique que j'ai mis à jour lundi, donc c'est quand même des nouvelles très très fraîches. Comme on le voit en effet, le pic, le deuxième pic de la pandémie semble maintenant bien derrière nous. À l'échelle mondiale, on est revenu en gros, comment dire, une augmentation des contaminations quotidiennes qui était celle de début novembre. Alors évidemment, lorsqu'on se focalise sur certains pays, on n'a pas forcément ce schéma très encourageant. Néanmoins, dans les plupart des grands pays sous revue, alors en l'occurrence États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Chine, Brésil, France, on retrouve un phénomène à peu près de ce genre, c'est-à-dire un très fort recul depuis mi-novembre, on va dire, de la diffusion de la maladie. Alors, ceci dit, on reste quand même à des chiffres élevés de contamination. Et puis, dans certaines zones, je pense en particulier au Brésil, on reste là dans les très hautes eaux. Et la France, alors même si on n'avait pas connu le pic que certains pays ont connu à partir de novembre, on voit qu'il y a une tendance quand même légèrement croissante du nombre de contaminations et on sait que ça inquiète beaucoup nos gouvernants. Alors maintenant, regardons d'un peu plus près certaines zones importantes, à commencer par les États-Unis. Alors aux États-Unis, depuis quelques semaines,
au cours des dernières semaines, on a eu quelques inquiétudes sur l'évolution de la conjoncture américaine, liée justement au regain de la pandémie qu'on avait observé à partir d'octobre-novembre. Alors ça a eu un effet très concret sur la conjoncture américaine, avec une forte rechute de la consommation, des ventes de détail, comme illustre ce graphique que vous avez sous les yeux. En effet, on avait fait un pic extraordinaire après le trou d'air de confinement de printemps d'avant l'été, et puis ça avait fortement rechuté. Et maintenant, depuis 2 ou 3 mois, les ventes de détail sont revenues en glissement annuel, comme on dit, en territoire négatif. Alors, évidemment, de ce fait, la croissance américaine au 4e trimestre n'a pas été florissante. Elle est tombée la semaine dernière, c'était 1% de croissance sur le trimestre, soit 4% en rythme annualisé, ce qui évidemment est un très très fort ralentissement par rapport au 3e trimestre. Alors, le problème, c'est que le consommateur américain, qui fait qui est responsable pour l'essentiel, pour les 2 tiers à peu près de la croissance du pays, continue d'avoir un moral un peu déprimé, j'ai envie de dire, comme le montrent ces enquêtes de confiance des consommateurs aux États-Unis. On voit qu'il y avait une forte chute début 2020, il y a eu un léger rebond, et puis depuis, eh bien, on stagne à très bas niveau. Alors la chute a été enrayée, certes, mais on n'a pas du tout connu le rebond qui était à la mesure du rebond qu'on observait dans les indices économiques et notamment les indices PMI. Donc oui, le consommateur américain encore aujourd'hui est pour le moins sceptique, pour le moins inquiet, ce qui n'est évidemment pas très encourageant, au moins à court terme. Alors, une des raisons qui entretient ce pessimisme relatif des Américains, c'est bien sûr la situation de l'emploi. Avec la crise du coronavirus, en effet, les États-Unis avaient perdu 22 millions d'emplois entre mars et avril. 22 millions, c'est colossal. C'est le graphique de gauche. Alors, j'aime beaucoup ce graphique parce qu'il montre à quel point tout ce qu'on vit depuis le début de 2020 est exceptionnel au regard des standards historiques en matière de statistiques économiques. On voit, alors, ce graphique représente les créations ou destructions d'emplois par mois aux États-Unis. On voit que tout ce qui s'est passé avant le mois de mars, depuis 8 ans, est anecdotique. C'est anecdotique, mais chaque petit trait rouge, c'est quand même à peu près 200 000 emplois. Voilà. C'était le rythme de création mensuelle des emplois avant cette crise. Là, bien sûr, on a changé de dimension, donc 22 millions d'emplois perdus, et puis à partir du mois d'avril, du mois de mai plus exactement, on a connu un rebond de ces créations d'emplois. Alors j'ai fait un zoom sur cette période, sur le 2e graphique de cette page. On avait eu énormément de créations d'emplois, notamment en juin. Néanmoins, on voit que les créations se sont mois après mois essoufflées. Et le dernier chiffre connu, ce n'est plus des créations, mais ce sont des destructions. Au mois de décembre, les États-Unis ont enregistré une destruction nette d'emplois. Ce qui fait que sur les 22 millions d'emplois créés, seulement 12,3 millions à fin décembre avaient été recréés depuis le point bas atteint. Alors, il y a quand même quelques statistiques d'ores et déjà très encourageantes. Par exemple, le marché immobilier aux États-Unis, il se redresse fortement. C'est ce que montre l'évolution des permis de construire ou des mises en chantier que vous avez sous les yeux. Alors évidemment, ce secteur profite à plein des taux extraordinairement bas que nous connaissons et qui sont entretenus par les banques centrales. Autre indicateur plutôt encourageant, enfin très encourageant, c'est toujours ce fameux indice PMI. Alors on voit qu'au mois de décembre, il avait eu tendance à s'effriter après un vif rebond, comme celui du PMI mondial, mais on voit que celui de janvier, donc qui est très récent, eh bien, a rebondi sensiblement. Il a quasiment effacé cette décrue. Bref, les États-Unis sont toujours aujourd'hui en phase d'expansion. C'est du moins le message que nous transmet cet indicateur. Donc, dans un tel contexte, nous pensons que la diffusion du vaccin plus le plan de 1 900 milliards de dollars, soit 9% du PIB américain, qui va être mis en place dans les prochains trimestres par le gouvernement Biden, devrait permettre à l'économie américaine de sortir en 2021 de ce marasme, puisque nous anticipons sur l'ensemble de l'année
une croissance de 3,9% aux États-Unis. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas, pardon, éventuellement, un petit recul du PIB au premier trimestre, et encore ou peut-être une petite hausse, mais pas quelque chose qui est de nature à remettre en cause le fort rebond que nous anticipons l'année prochaine, en 2021. Alors, deuxième grande zone, la Chine. Alors, la Chine, évidemment, c'était le premier pays touché par le coronavirus, mais la Chine, malgré cela, sera également le premier pays à sortir, a été le premier pays à sortir de cette crise, puisqu'elle a réussi quand même l'exploit d'afficher en 2020 une croissance de 2,3%. C'est certes très en deçà de ses standards habituels, mais néanmoins, on voit que la Chine se sort très très bien de cette période a priori. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce rebond de l'économie chinoise semble durable. C'est là aussi ce que nous enseignent les indices PMI chinois. Alors là il y a 3 indices, hein, comme dans le cas américain. Il y a un indice composite qui était celui que j'évoquais au niveau mondial, mais vous avez également un indice PMI manufacturier, donc sur le secteur manufacturier, et en rose celui sur les services. Les 3 indicateurs sont tout à fait corrélés en Chine et on voit qu'ils sont très largement, sensiblement au-dessus des 50, donc qui séparent l'expansion du ralentissement. Bref, là aussi, le message de cet indice, c'est que l'économie chinoise est désormais bien installée en phase d'expansion. Alors, si on va un peu plus en détail, on s'aperçoit d'abord que côté offre, les choses sont maintenant quasiment rentrées dans l'ordre. Alors quand je veux dire offre, je veux dire production. Et l'exemple que j'ai pris, c'est la production industrielle. On le voit qu'elle s'était effondrée au plus fort de la crise en début d'année. Et on voit que maintenant, sur un an glissant, eh bien, la production industrielle progresse à un rythme qui était supérieur même à son niveau d'avant-crise. Donc l'offre semble rétablie, la production semble tourner à un rythme à peu près normal. Côté demande, là aussi, les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, côté consommation, on avait connu un recul très fort de la consommation en Chine, de l'ordre de moins 15% sur un an. Aujourd'hui, on est revenu autour de 5% de croissance des ventes de détail, ce qui est quand même très rassurant. Autre composante de la demande, l'investissement. Alors, vous avez sur ce graphique à la fois l'investissement global du pays et l'investissement public. On voit que l'investissement global a fortement rebondi à l'image de la consommation. C'est la ligne en bordeaux. Mais on voit également qu'il y a une forte corrélation de ce rebond avec celui de l'investissement public. Et c'est assez logique puisque une des causes essentielles de ce rebond de l'investissement global, c'est l'investissement public. C'est le soutien que le gouvernement a apporté en matière d'investissement qui explique l'essentiel de ce rebond de l'investissement global. Néanmoins, il est clair qu'aujourd'hui, on est sur un rythme relativement confortable. Et puis, troisième composante de la demande, c'est le commerce extérieur, c'est les exportations. Là aussi, le graphique parle de lui-même. On voit que les exportations en glissement annuel se sont envolées en fin d'année. Elles ont atteint 21,1% sur un an, hein, chiffre qui était à peu près le record de 2018, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, quand on regarde un petit peu dans les détails quelles sont les composantes de ces exportations, on voit que ce sont les demandes d'équipements médicaux et les produits informatiques qui sont responsables de ce très très vif rebond des exportations chinoises. Alors, l'un dans l'autre, nous sommes très optimistes sur la croissance chinoise, au moins en 2021, puisque nous prévoyons une progression du PIB de 8,7% contre 2,2 parce que je n'ai pas mis à jour le graphique, mais la réalité, c'est 2,3% en 2020. Alors, dernière zone importante que je vais passer sous revue, la zone euro. Alors là, la zone euro, j'ai titré la rechute, parce qu'en effet, on a quand même un certain nombre d'inquiétudes, au moins à court terme, sur notre zone. Alors, on a eu hier, donc le graphique que je vous présente est très frais, j'ai envie de dire. On a eu hier le PIB du quatrième trimestre en zone euro, il est de moins 0,7% sur le trimestre, pardon. Alors, c'est un mauvais chiffre, mais ceci dit, il est meilleur que ce qui était prévu, donc il a été assez bien, apprécié par les marchés. Alors, ce recul, il est à comparer à celui qu'a connu la France
on a moins 1,3% de PIB au quatrième trimestre, moins 2% en Italie, plus 0,1% en Allemagne, alors assez curieusement, plus 0,4% en Espagne. Voilà, c'était un petit peu pour monter le décor. Alors, ceci dit, ce recul, même s'il est plus faible que ce qui était prévu, il porte quand même à moins 6,8% le recul du PIB en zone euro en 2020, ce qui est quand même assez considérable. Alors, comme aux États-Unis, l'essentiel du score médiocre du quatrième trimestre s'explique par le comportement des ménages, par la consommation. Vous avez ici le graphique des ventes de détail en Europe qui, sur un an glissant, eh bien, s'est effondré au mois de décembre après le vif rebond qu'il avait connu au cours des mois précédents. Donc, c'est vraiment là aussi que se trouve la principale inquiétude. Deuxième graphique un peu préoccupant, c'est l'indice PMI, les indices PMI en zone euro. Ils n'ont pas le caractère rassurant de ceux qu'on observait au niveau mondial, aux États-Unis et en Chine. En effet, ici, sur les 3 indicateurs PMI sous revue, il n'y en a qu'un qui résiste bien, c'est le secteur manufacturier, celui qui reflète l'activité dans ce secteur. L'indice composite et l'indice des services, lui, est revenu, et c'est encore une fois un cas unique parmi les grands pays, il est revenu en zone de contraction, ce qui ne veut rien de bon, au moins pour le premier trimestre de cette année. Alors, comme aux États-Unis, c'est la consommation qui est le principal responsable de cette atonie de l'activité, pour être gentil, et le consommateur européen, à l'image de son cousin américain, eh bien, a connu une confiance qui a rebondi, c'est le premier graphique, mais qui stagne à bas niveau depuis maintenant plusieurs mois. Et tant que cette situation perdurera, la croissance ne repartira pas de façon pérenne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous estimons, là aussi, notamment en raison de la diffusion du vaccin, mais pas que 2021 devrait finalement quand même se traduire en zone euro par un rebond très très vif de l'activité à partir du second trimestre. Et un des éléments qui nous rend optimistes, c'est l'épargne des ménages. Alors, c'est ce que représente le premier graphique, où vous avez le taux d'épargne des ménages en zone euro, année après année. Alors, on voit qu'il y a eu un pic absolument inouï en début d'année à 25%. Il y a une rechute, mais néanmoins, malgré ce recul du taux d'épargne, le taux d'épargne reste extrêmement élevé selon des critères historiques en Europe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages disposent d'un trésor de guerre colossal qui devrait normalement finir par alimenter l'activité économique le jour où la fin des confinements, où les inquiétudes portant sur le coronavirus se seront évanouies. Eh bien, cette manne devrait se déverser sur le marché des biens et des services et provoquer un boom d'activité qui alimente notre optimisme. Là, c'est la zone euro. En France, par exemple, il faut savoir qu'en 2020, les ménages français n'ont quasiment pas vu d'impact de la crise sur leurs revenus en moyenne. La crise leur a coûté à peu près 4% de revenus, ce qui est relativement peu. Néanmoins, pourquoi ils n'ont pas une baisse de revenus? Parce que grâce aux mesures de soutien que j'évoquais en début de présentation, les ménages ont eu des flux de revenus qui ont été maintenus. Et ces revenus n'ont pas été dépensés pour une bonne partie, ils ont été épargnés, ce qui fait qu'en 2020, les Français auront épargné, selon les calculs, 170 milliards d'euros. C'est absolument colossal. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette pandémie, ces confinements, il y aurait eu 170 milliards d'euros de plus de dépenses des ménages dans l'économie française. On estime que ce montant pourrait même être porté à 200 milliards en 2021. Ce qu'on pense, c'est qu'une partie de cette manne va être dépensée et devrait nous permettre, au niveau européen, eh bien d'obtenir une croissance de 4,8% après le recul de 6,8% que la zone a connu en 2020. Alors, je vais terminer par quelques mots sur les pays émergents. Alors, les pays émergents ont connu une évolution assez proche de celle des grands pays mondiaux, avec un creux évidemment terrible
en milieu d'année, et puis un rebond très vif. Là, il semblerait que le monde émergent, lui, résiste très très bien maintenant, également avec une activité qui sont bien plantées dans la zone de croissance, puisque, comme vous voyez, l'indice composite se situe autour de 54, ce qui est quand même un niveau assez élevé, qui est même plus élevé à ce qu'il était avant la crise. Alors, dans ce contexte, on devrait assister à un rebond généralisé de la croissance dans la zone émergente. Néanmoins, et bien sûr, toutes les zones de cette partie du monde n'évolueront pas au même rythme. Il est clair, selon le FMI, qui a sorti ses prévisions la semaine dernière également, que l'Asie dominera ce rebond de façon très très importante, avec en moyenne une croissance de 8,3%. L'Amérique latine se contenterait de 4,1% après avoir perdu 7,4% de PIB en 2020, et l'Europe émergente devrait rebondir de 4% après un recul de 2,8%. Voilà, donc une économie émergente qui va sortir peu à peu de l'ornière dans laquelle elle a été plongée par cette pandémie. J'en ai terminé. Je vous ai mis pour information nos prévisions dans les grandes zones de croissance en 2021 et 2022, de même que nos prévisions d'inflation. Mais je pense que le temps est trop court pour que je puisse vous les commenter. Juste pour la France, pour conclure, nous prévoyons l'année prochaine un rebond de 6,8% dans notre pays, et nous sommes plus optimistes que le consensus qui est autour de 5,6%. Voilà, j'en ai fini et je vais passer la parole à Marie-Valérie pour d'éventuelles questions. Merci Eric. Alors, d'éventuelles questions, je n'ai pas l'impression que nous en ayons. Alors, si, qu'est-ce que je vois là? L'arrêt des aides d'État en 2020. Comment anticipez-vous l'impact de l'arrêt des aides d'État en 2021? J'anticipe pas d'arrêt des aides d'État en 2021. Je crois qu'au contraire, État au sens large. Vous savez que les Européens se sont mis d'accord pour faire un immense plan de relance à l'échelle européenne. Et selon les informations que nous avons, pour l'instant, ces sommes n'ont pas encore été engagées dans les pays de la zone euro et devraient l'être probablement au tournant de l'été. Donc, non seulement on va continuer tant que la pandémie obligera à confiner plus ou moins notre économie, à aider les entreprises, les ménages et à favoriser le crédit notamment. Et puis, à partir du deuxième semestre, probablement, fin du premier, il y aura un relais d'activité, de soutien qui sera apporté par l'Europe dans la plupart des grands pays de la zone euro. Donc, je ne pense pas que 2021 verra un recul brutal des aides de l'État de nature à provoquer un retour en récession de l'économie européenne. Ce n'est pas du tout notre scénario. Et encore une fois, il faut savoir que cette réserve d'épargne inouïe, jamais observée dans l'histoire économique récente, permettra de prendre le relais. Enfin, c'est le schéma, c'est la stratégie espérée, permettra de prendre le relais de la demande publique. C'est-à-dire qu'on va peu à peu se substituer à la dépense publique pour les ménages notamment, pour faire tourner la machine, j'ai envie de dire. Donc, il faudra bien effectivement un jour que ces soutiens cessent, ralentissent. Ça ne sera pas de façon brutale, et encore une fois, ça se fera au fur et à mesure de la reprise en main par les marchés, par les ménages et les entreprises de l'activité, une fois que ces stratégies de confinement seront oubliées. D'accord, merci Eric.